est complexe parce qu'il est technique. Le code du rail tient d'abord à préciser, s'il en est besoin, qu'il est ici aujourd'hui à sa place, comme il serait à sa place lors d'initiatives similaires organisées par d'autres. Le code du rail ne détermine pas sa position en fonction de celle de telle ou telle formation politique. Il ne choisit ni ses opposants, ni ses soutiens. L'adhésion au code du rail n'est soumise à aucun examen ouvrant ou fermant la porte de l'association. Notre but est, comme le dit notre banderole, moderniser et développer le transport public ferroviaire pour l'avenir économique de nos régions. Nous ne sommes pas apolitiques, mais indépendants. Pour autant, si nous disions ici aujourd'hui devant vous que malgré un constat partagé, nous soutenons les mêmes solutions, vous ne nous croiriez pas et vous auriez raison. Nous pensons qu'une réforme est nécessaire, mais que celle votée par une confortable majorité à l'Assemblée nationale n'est pas de nature, selon nous, à inverser la situation vécue en région montluçonnaise. Elle repose sur des préalables: le changement de statut de la SNCF, l'ouverture à la concurrence, l'évolution dans le temps du statut des cheminots, depuis peu la filialisation du fret. Les négociations entre organisations syndicales et gouvernement sont donc bloquées. Le tout assorti d'une éventuelle reprise d'une partie de la dette du système ferroviaire à partir de 2020. La dette du système ferroviaire, c'est une dette d'État. Elle se monte à 57 milliards d'euros, dont 47 à SNCF Réseau. Elle augmente de 3 milliards par an. Et elle impose 1,7 milliard de frais annuels que la SNCF ne peut injecter dans l'entretien du réseau. Elle s'est creusée au fur et à mesure de la construction des lignes à grande vitesse et de la mise aux normes des parcours terminaux classiques utilisés par les TGV, ce qui a accaparé l'essentiel des investissements au détriment du réseau classique. Un simple calcul nous fait dire que d'ici 2020, la SNCF s'acquittera de presque 5 milliards d'euros de frais qu'une reprise immédiate de la dette éviterait. Mais il faut savoir que quand SNCF Réseau emprunte 100 euros, 41 seulement vont à l'entretien du réseau et les 59 restants sont des frais financiers. Le réseau ferré, il appartient à la nation. Il n'y a pas les petites lignes et les autres. Les lignes SNCF ont toutes le même statut. Elles ne se différencient que par le volume de circulation qui les emprunte. Reste que 9000 km de lignes que le rapport Spinetta propose de fermer, 4400 se situent dans 3 régions, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, la totalité du Massif central. De quoi dépend leur pérennité? D'abord de la volonté politique affichée par l'État et par les régions, ensuite des moyens dont elles disposent au sein des montages financiers issus des contrats de plan État-région 2015-2020. Et là, M. Ducléry ne me confiera pas, en 2018, à mi-parcours de ce contrat de plan, l'État n'a provisionné globalement qu'un tiers de ce qui a été contractualisé. Ces sommes, au demeurant importantes, n'ont souvent pour effet que de maintenir ces lignes à peu près circulables. Mais chacun sait que si leur état présent et futur n'offre pas de meilleures performances que celles de 1970, elles seront peu utilisées parce que peu attractives et restent en grand danger de disparition. Elles ne survivront que si un programme autrement supérieur et novateur leur est appliqué. Ne nous dit-on pas, en région Centre-Val-de-Loire, que nous avons rencontré, que 50 millions d'euros sont nécessaires à la régénération de Montluçon-Bourges et que si l'État ne les prend pas en charge, la pérennité de cette ligne n'est pas assurée au-delà de 2025. Nous n'inventons rien, on nous le dit très clairement. C'est la preuve que rien ne nous dit qu'elles ne vont pas fermer et que deviendraient alors les ateliers de réparation des wagons d'Orval. Le gouvernement, grand seigneur, et vous pouvez l'écrire comme vous voulez, dit que cela ne peut se décider depuis Paris. Alors il laisse aux régions qui ne souhaitaient pas cet inattendu transfert d'autorité le privilège d'annoncer la bonne nouvelle. En fait, les lignes sont fermées ou suspendues par manque d'entretien, sans que la moindre étude socio-économique ou de marché voyageurs et fret n'en ait vérifié la pertinence. La Pérouse-Volvic, jugée inutile, en plein Grenelle de l'environnement,
Alors que Rockwool et Aubert-et-Duval sont directement reliés au rail, ça pose question. Montluçon-Ussel, jugé inutile, en plein Grenelle de l'environnement, alors qu'une entreprise de la filière bois initiait un projet à l'Etrade et que l'établissement thermal de Évaux-les-Bains se lamente de la diminution de ses curistes. Ça pose aussi question. Ironie de l'histoire, la voie entre Montluçon et Ussel doit, entre autres, sa rapide et forte dégradation au transport fret de granulats destiné à la construction de la 89. En quoi la réforme serait-elle la garantie de retrouver rapidement entre Montluçon et Paris les temps de parcours d'il y a 30 ans? 2h59 en 1988 et même 2h53, trajet certes éphémère, en 1998. Parcours aujourd'hui à 13h20 quand tout va bien, mais c'est pas souvent, et plutôt 3h45, ce qui est malheureusement fréquent. Et il y a des fois où ça prend feu. En quoi la réforme serait-elle la garantie de conserver les trains directs entre Montluçon et Paris? En quoi la réforme serait-elle la garantie de revenir sur cette absurdité d'avoir confié les trains d'équilibre des territoires aux régions qui fait de Montluçon le terminus de Bordeaux-Lyon? Condamner Bordeaux-Lyon, c'est mettre en péril Montluçon-Paris en faisant de Montluçon un cul-de-sac. Et nous considérons que si Montluçon tire une grande partie de son économie de la croix autoroutière A71 RCEA, la modernisation de la croix ferroviaire Montluçon-Paris et Bordeaux-Lyon peut permettre un nouvel élan économique. Et puisqu'il est question de relier les métropoles entre elles, ah ben alors là nous disons chiche, en reliant Bordeaux-Lyon par Limoges-Montluçon plutôt que par Paris ou par Toulouse. En quoi la réforme serait-elle la garantie de la fin des ralentissements de vitesse à 60 km/h sous le pont de la Ville-Gauzet, à 60 km/h entre Montluçon et Commentry, à 40 km/h à la Pérouse? Savez-vous que plus de 5000 km de ralentissement recensés, 10% sont chez nous? Savez-vous qu'entre Montluçon et Vallon, la moitié du parcours est encore équipé de rails et de traverses datant de 1950? Nous citons souvent ce paradoxe. On baisse à 80 km la vitesse sur route parce qu'il y a trop de voitures. A contrario, on baisse aussi à 80 km et même plus bas la vitesse des trains parce qu'il n'y a pas assez de trains. Parce que c'est le peu de circulation qui sert à justifier le faible entretien des lignes. En quoi la réforme permettrait-elle de revenir à la tarification au kilomètre afin de sortir du maquis actuel de la tarification, souvent abusive? En quoi permettrait-elle une harmonisation de la tarification entre les régions, désormais libres de fixer elles-mêmes leurs propres tarifs? En quoi permettrait-elle la réouverture des guichets à Montluçon à chaque départ ou arrivée d'un train? Quant à l'ouverture à la concurrence, quoi qu'on en dise, elle n'est toujours pas rendue obligatoire par le règlement traitant de l'obligation de service public. Pour les puristes, je citerai, vous n'avez qu'à vous référer à l'article 5, paragraphe 4 bis, et vous comprendrez. Et nous savons qu'elle va créer d'importants conflits d'usage. Et puis, sur l'infrastructure actuelle, que je viens de dénoncer, les trains, qu'ils soient privés ou publics, ils ne rouleront pas plus vite. On a d'ailleurs des peines à imaginer que de nouveaux opérateurs ferroviaires viendraient s'étriper, s'entre-déchirer pour s'accaparer le trafic juteux de Montluçon-Bourges, Montluçon-Clermont ou Montluçon-Limoges. La raison d'être du système ferroviaire, ce qui fait sa déficience, c'est l'imbrication des lignes entre elles, garante de l'effet réseau. Comme dans le numérique, on va vers la création de zones blanches, mais ferroviaires celle-là. Comment imaginer un territoire comme le nôtre sans transport ferroviaire? Que sont devenues les déclarations vertueuses du Grenelle de l'environnement, des conférences environnementales, de la transition écologique, de la COP 21, 22, etc. Je ne sais pas jusqu'à quel numéro on va aller. Les transports, globalement, sont responsables de 30% des émissions de gaz à effet de serre. La part du rail n'y est que de 2%. Les coûts externes liés au transport s'élèvent, selon une étude de 2011, au niveau de l'Europe des 27, à 750 milliards d'euros. Pollution, accidentologie, congestion, sans qu'aucune mesure ne modifie la politique européenne du transport, excepté la mise en place de l'écotaxe, comme par exemple en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Autriche et en Slovaquie. Si l'on respectait l'environnement autant que l'on en parle, ce serait beaucoup plus efficace. Le Code des rails sur le conflit en cours demande que des négociations soient rapidement engagées, afin qu'usagers et entreprises retrouvent leur activité normale. Encore que
En dehors des jours de grève, la circulation des trains ne reprend mystérieusement pas. Le Coderail revendique un service public ferroviaire tel qu'il l'a prouvé dans le passé, à même de répondre aux besoins de mobilité des populations, aux besoins des entreprises par une offre fret efficace plutôt que filialisée. Un service public ferroviaire à même de répondre aux besoins urgents de report modal, de la route vers le rail et de répondre aux défis énergétiques et environnementaux qui nous font face, pour peu qu'on lui en donne les moyens. Rassurez-vous, j'ai terminé. Le Coderail estime que la marche d'aujourd'hui ne peut être une fin en soi. Aussi, le Coderail se porte à l'initiative d'un large débat public dans un avenir proche sur le dossier ferroviaire que pourraient appuyer, s'ils le désirent, les ordinateurs d'aujourd'hui. Ce débat entend réunir élus de toutes tendances, population, usagers, entreprises, organisations patronales et syndicales, SNCF et cheminots. Nous souhaitons vivement que cette proposition reçoive un accueil favorable. Je vous remercie. Messieurs les élus, mesdames et messieurs les entrepreneurs, les audacieux, oui, car pour être entrepreneur, il faut d'abord être audacieux. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, l'instant est solennel, parce que l'installation et le développement des entreprises sur un territoire donné, et donc la création et le maintien des emplois, sont directement liés à son accessibilité. Il est essentiel, aujourd'hui, qu'ensemble, monde politique, économique, utilisateurs, nous parlions d'une seule et même voix et que nous nous mobilisions pour défendre nos lignes ferroviaires. C'est la raison de la présence de notre CCI à Lié aujourd'hui ici même. Le constat est clair et sans appel. Les territoires du centre de la France et plus particulièrement ceux de l'ex-Auvergne et notamment notre Bourbonnais ont été soumis à une double peine. Celle de l'exclusion de la grande vitesse ferroviaire en premier lieu. Le projet de ligne à grande vitesse POC, tant attendu, tant espéré, est aujourd'hui fortement menacé avec la décision du Conseil d'orientation des infrastructures préconisant de ne pas poursuivre les études de ce projet, au moins jusqu'à un éventuel réexamen dans 10 ans. Et pourquoi pas au calendrier grec même. Et si je parlais de double peine, c'est qu'à cela, il convient d'ajouter la baisse accrue et continue de l'offre sur les lignes TET, pourtant déclarées grandes lignes d'aménagement du territoire, et depuis janvier dernier, déclassées en ligne TER, Montluçon, Bourges, Paris. Alors non, il n'y a pas de petites lignes comme il n'y a pas de petits territoires. Les lignes ferroviaires de proximité, comme les autres, sont des facteurs d'aménagement et de développement économique. Elles doivent être pour cela entretenues et modernisées, car ce ne sont pas les seuls utilisateurs quotidiens qui sont ainsi pénalisés, mais bien l'ensemble de notre territoire, votre territoire, avec de lourdes conséquences, tant au niveau social, économique qu'environnemental. La CCI de l'Allier dénonce les décisions prises ces dernières années par l'État et la CNCDF qui fragilisent les lignes au départ de Montluçon vers Paris, Lyon, Bordeaux et Clermont-Ferrand. En réaction au déclassement de la ligne Montluçon-Paris, à la fermeture de la ligne Montluçon-Lyon, la CCI de l'Allier a voté dernièrement une motion interpellant l'État, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la SNCF. La CCI de l'Allier leur demande expressément de tout mettre en œuvre dans les plus courts délais pour proposer aux usagers et entreprises du bassin montluçonnais des temps de parcours raisonnables, à horaires adaptés, aller comme retour pour les dessertes suivantes. Montluçon-Paris, 2h30, Montluçon-Lyon, 2h30, Montluçon-Bordeaux, 3h, Montluçon-Clermont, 1h. La CCI de l'Allier renouvelle par ailleurs la demande qui avait été faite lors de la rencontre au ministère des Transports il y a déjà 1 an. L'affectation de rames bimotes pour Montluçon-Vierzon-Paris et la modernisation urgente et planifiée de la ligne Montluçon-Bourges par les collectivités territoriales compétentes. Il y a une urgence vitale pour notre territoire qui est ce Bourbonnais et pour son développement économique.
Bonjour messieurs, mesdames. Je voulais remercier monsieur le maire, surtout la ville de Montluçon, d'avoir organisé ce regroupement. Normalement, c'était pas moi qui devais prendre la parole, alors je la prends quand même, je vais vous dire quelques mots. Coderail est plus expert que nous, on va pas revenir sur les trajets, sur l'usure de nos lignes ferroviaires et de nos trains délabrés. Je me présente, je suis Christophe Guerrero, président de l'association de l'ombre à la lumière. Depuis 3 ans, on se bat pour la défense économique du territoire. La défense économique du territoire. On va parler, vous, chefs d'entreprise, artisans, commerçants, où on voulait vous témoigner notre respect pour le travail que vous accomplissez. Vous le méritez. En avant la concurrence. En avant la concurrence déloyale et des autres villes équipées d'infrastructures du XXe siècle. On est en retard sur les autres, la concurrence est rude. De vous développer, de nous donner du travail, en maîtrisant tant bien que mal les aléas, et en particulier ceux du transport ferroviaire. Vous tous, je vous demanderai de fermer les yeux et d'imaginer un seul instant que le gouvernement se désengage financièrement de notre ferroviaire. Pensez-vous qu'il vous désengagera de payer les 47 milliards de déficit? J'en doute. Vous payerez pour les trains que vous n'avez pas. Vous, la population du Centre-France, vous êtes l'ingrédient de force, la force vive qui nous manquait pour la réussite de notre action. Le transport rapide, sécurisant et écologique est notre priorité pour relancer l'attractivité de l'économie de notre territoire. Pour sauver nos lignes, nos trains, unissons nos forces. De toutes politiques confondues, recommençons. Rassemblons-nous le 26 mai 2018 à 13h30 à la gare de Montluçon. Il sera suivi d'une marche jusqu'à la mairie comme aujourd'hui. Nous sommes les contribuables, ne restons pas passifs et agissons encore une fois et en plus grand nombre le 26 mai. Soyons solidaires, comme sont les motards, et nous gagnerons cette bataille. On vous attend le 26 mai à vous réunir pour encore pousser l'État à nous financer nos lignes ferroviaires. Merci. Merci, monsieur Guerrero. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui de façon transpartisane, comme l'a été remarqué tout à l'heure. Ça marche pas. Je me demande. Très près. Vous m'entendez? Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui de façon transpartisane, donc comme l'avait dit tout à l'heure notre maire, dans un seul but. Montrer notre mobilisation pour sortir de l'impasse ferroviaire dans laquelle se trouve notre circonscription. Nous sommes tous concernés. Les jeunes pour leurs études, les professionnels pour leurs affaires, les touristes pour découvrir notre territoire ou à l'inverse, les Bourbonnais qui souhaitent se déplacer. Et je voudrais m'adresser à celui qui parmi nous s'est le plus investi personnellement, physiquement sur cette question, allant jusqu'à y jouer sa santé. Monsieur Guerrero, votre grève de la faim menée en janvier dernier a suscité l'admiration de tous et je tiens à saluer votre courage. Bravo. Cela fait des décennies que le problème perdure. En ce qui me concerne, en 1 an de mandat, j'ai eu à cœur, avec mes collègues de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, de m'impliquer dans ce dossier. Et Ah ben, j'ai voté pour la réforme, mais alors là on parle du train à Montluçon, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Et au fil des auditions, je suis restée attentive aux déclarations des uns et des autres. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'interroger M. Pépi sur la situation de la SNCF et sa politique depuis de nombreuses années. Cette politique du tout TGV qui a tellement endetté la société qu'elle a finalement été obligée de négliger les petites lignes. Ces petites lignes du quotidien dont nous avons tant besoin et qui, en ce qui nous concerne, sont déjà sclérosées. La défense du PDG n'a consisté qu'à rejeter la faute sur les politiques antérieures. Le gouvernement, lui, a conscience de la nécessité de remettre en état le matériel ferroviaire. Cependant, quel ne fut pas mon désarroi à la lecture du rapport Spinetta, qui invitait purement et simplement à la fermeture de nos petites lignes. Mais là encore, le gouvernement, à travers M. Édouard Philippe,
a pris ses responsabilités et a rejeté les propositions de ce rapport. Quels sont les objectifs que nous devons nous fixer? Tout d'abord, une liaison ferrée digne de ce nom entre Paris depuis Montluçon. Le lien avec la capitale est fondamental. Or, la situation ne cesse de se dégrader et nous avons encore pu le constater malheureusement hier avec cette locomotive qui a pris feu sur le trajet Paris-Montluçon. Cette situation est liée à l'état fortement dégradé du tronçon Montluçon-Bourges. Le réseau est trop ancien avec des ballastes usés. Il présente également trop de virages dangereux, une soixantaine, ce qui à chaque fois implique un ralentissement. Des travaux doivent être engagés en urgence pour remettre le tronçon en état. Cette politique de remise en état est prioritaire et un préalable à l'électrification de la ligne. Merci. Ensuite, une desserte de qualité au niveau régional, avec Clermont bien sûr, mais aussi avec Lyon, notre nouvelle capitale. Cela implique le maintien et le développement des petites lignes qui sont désormais à la charge de la région. Sur cette question des petites lignes, l'engagement de l'État est fort. Il va falloir investir 36 milliards d'euros sur les 10 prochaines années pour rénover le réseau. C'est un effort financier inédit. Il faut maintenant que la région, elle aussi, s'engage. Aussi, je vois d'un bon œil la venue de Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 4 mai à Montluçon. Et j'espère que nous serons entendus et nos vœux exaucés. Je salue donc l'idée de cette marche citoyenne, l'implication de ses organisateurs. Nous devons être entendus. Les mauvais choix et les mauvaises revendications faites depuis de nombreuses années sur la desserte ferroviaire de notre territoire nous ont coûté très cher, trop cher. Nous partageons vraiment tous aujourd'hui, le constat d'une situation alarmante. L'Allier est un territoire de réussite, j'en suis persuadée. Et Montluçon, deuxième ville d'Auvergne, doit se tourner vers l'avenir et mérite qu'on lui donne les moyens de se développer et de rayonner dans la vallée du Cher. Unissons nos forces pour gagner. Je vous remercie. Merci à tous. Je vous remercie d'avoir respecté les paroles de tous les intervenants. Mais elles vous respectent, je vous rassure. Est-ce qu'on peut continuer tranquillement? Voilà. Bon, Madame la députée, effectivement, vous êtes notre représentante la plus haut placée. Et probablement celle qui pourra porter la parole de tous ces Montluçonnais réunis aujourd'hui. Vous avez fait un excellent diagnostic. Maintenant, il faut que le gouvernement, l'État et la SNCF s'engagent sérieusement aux côtés des régions, Centre et Auvergne-Rhône-Alpes, pour qu'enfin nous ayons des lignes dignes de ce nom. Parce qu'il y a le problème du matériel, mais nous, il ne se limite pas à ça. Nos difficultés ne se limitent pas à ça, loin de là. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le balastre pour Paris est calamiteux. Monsieur Coffin l'a indiqué, des lignes qui ont plus de 60 ans, presque 70 ans. Voilà. Donc nous allons conclure. Je vous remercie pour ce rassemblement. Nous étions un bon millier. J'aurais aimé que nous soyons plus. Je ne vous garantis pas que nous ne reprenions pas notre bâton de pèlerin, parce que vous savez, on ne gagne pas en un seul petit rassemblement, tranquille, un samedi après-midi. Quelquefois, il faut faire un petit peu plus. Et je vous rappelle qu'il y a une réunion organisée le 26 mai par M. Guerrero, il me souffle à l'arrière. Voilà, il veut continuer le combat, il a bien raison, et je le soutiendrai personnellement. Et s'il y en a parmi vous qui veulent le faire, je pense que ce sera avec grand plaisir. Mardi prochain, nous recevons Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai dit mardi, je pensais vendredi, bien entendu. Vous êtes sourds, c'est tout. Donc c'est vendredi 4 mai. Croyez bien que nous allons poser des questions et demander des réponses. Parce que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la région Auvergne-Rhône-Alpes a sa part du travail à faire, bien entendu. Mais elle seule ne résoudra pas tous les problèmes. Et puis, il faut aller plus loin que les intentions, il faut aller jusqu'à la réalisation. Pour ce faire, une petite délégation d'entre nous va être reçue par Madame la sous-préfète, puisque Madame la préfète ne pouvait se rendre disponible à 15 h cet après-midi. Je vous remercie sincèrement de votre mobilisation malgré les intempéries et aussi peut-être des contraintes pour un week-end prolongé.
je n'hésiterai pas à refaire appel à vous. Et surtout, si nous refaisons un tel rassemblement, essayez d'attirer encore plus de monde. Je crois vraiment que la mobilisation pourra payer. Et il n'y a que ça qui pourra payer. Montrons-nous solidaires et, comme l'a dit Madame la députée, transpartisans. Merci beaucoup et bon week-end.